Il faut s'adapter, mais le problème aussi du TDAH, je trouve que... Alors, c'est une qualité parce qu'on peut produire très vite quelque chose, mais on peut s'éparpiller aussi. C'est-à-dire que moi, je peux très facilement m'éparpiller. Moi, j'aime bien parler des trucs qui dérangent, parce que j'aime bien voir la réaction des gens. Parce que dans les dîners, quand on me dit « Alors toi, tu fais quoi ?» Puis moi, je dis « Moi, j'ai un site internet qui s'occupe de la sexualité. » Et là, les gens, ils me regardent, ils font « Ah !» Et l'autre jour, César, qui commençait son traitement, et qui était pas pour, il a essayé, il est arrivé, il m'a dit « Maman, c'est hallucinant. » Je me suis concentrée toute la matinée. Et t'avais l'impression que cet enfant, tu lui avais enlevé un poids de pas être concentré dans un cours qui l'embêtait. Il est revenu, mais il avait l'impression il avait fait son Tetris, quoi. Ce podcast est une source d'information et de partage autour du TDAH. Il ne remplace pas un avis médical ni un accompagnement professionnel. N'arrêtez jamais un traitement sans avis médical. Si vous vous reconnaissez dans certains témoignages, n'hésitez pas à en parler à un spécialiste. Bienvenue dans le podcast NutriGenius, le podcast qui a pour objectif de révéler le potentiel de vos petits génies TDAH. Dans ce podcast, on interviewe des experts, mais aussi des mamans. Et aujourd'hui, c'est une maman qu'on interviewe. Elle s'appelle Ariane. Elle est elle-même TDAH et a 5 enfants qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention et 2 avec hyperactivité. Voilà. Bonjour Ariane, Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Bonjour. Merci d'être là. Oui, grand plaisir. Avant qu'on aborde le sujet des enfants, moi j'aimerais que tu commences par nous parler de toi, de ton TDAH, de comment il s'est exprimé dans ta vie et surtout qu'est-ce que ça t'a permis de faire. Alors, comment il s'exprime dans ma vie Je pense qu'en fait, j'ai compris mon TDAH en ayant un enfant diagnostiqué. Parce que à mon époque, dans les années 80, je pense comme je te l'ai dit, je pense pas qu'on diagnostiquait aussi facilement. On le diagnostiquait quasiment pas. Voilà, exactement. Donc, je pense que dans la famille, j'ai mon grand-père, mon père, mon frère, bref, on est tous un peu du même bord. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à comprendre le TDAH, le mien, en ayant mes enfants qui ont été diagnostiqués ici à Genève. Et en fait, je pense qu'il s'est traduit tout simplement dans ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que j'ai fait mes études de droit en 2 ans, parce qu'en fait, une fois que je suis sur un truc, je me concentre et il y a tout à côté s'arrête. J'ai fait 5 enfants en 4 ans et demi, parce que voilà. J'avais 4 chiens, voilà, j'ai 4 chiens en plus de ça. Dire, dans les 5 enfants, il y a des jumeaux quand même. Hein, il y a des jumeaux, voilà. Ça paraît un peu impossible. Non, il y a des jumeaux, voilà, il y a les jumeaux qui sont arrivés en 4-5. Donc en fait, tout doit être fait d'une manière. Il y a constamment une stimulation qui doit être faite dans ma vie, je pense, et je dois être stimulée aussi au niveau du stress. Mon hormone de stress sont à bloc, et c'est comme ça que je fonctionne. En fait, c'est vraiment une manière de fonctionner. Et en fait, j'ai compris cette manière de fonctionner quand quand j'ai commencé à diagnostiquer mon aîné. Après, j'ai fait le numéro 3. Après, j'ai passé par les jumelles et j'ai terminé par le numéro 2, qui se disait jusqu'à la normale, entre guillemets, et qui a quand même été diagnostiquée. Voilà. Alors, tu dis que tu l'as compris, mais en fait, intuitivement, dès toute jeune, tu l'avais déjà compris de façon interne, puisque tu t'adaptais, puisque finalement, tu voyais que tu étais obsessionnel, que tu pouvais être hyper focus sur ce qui t'intéressait et produire énormément. Parce que faire tes études de droit en 2 ans, c'est assez exceptionnel quand même, non ? Oui, tu produis, et en fait, tu produis quand ça t'intéresse. Quand ça t'intéresse pas, tu produis pas. Mais alors, moi, je me pose toujours une question. Attention, c'est une question de sens, hein, ça a peut-être rien à voir avec le sujet, mais... Tu vois, est-ce que c'est pas aussi un peu le sens de la vie de faire des choses qui nous intéressent, de vibrer tous les jours ? Oui, mais quand tu dois faire des études, tu dois t'intéresser à tout. Tu vois, c'est comme mes enfants qui me disent, on leur dit, est-ce qu'il y a des cours dans lesquels leur TDA s'exprime dans le sens qu'ils n'écoutent pas parce que ça les ennuie. Parce que le prof n'arrive pas à capter leur attention. Et en fait, une fois qu'ils ont un traitement, ils commencent à voir la différence. Mais c'est vrai que quand il y avait des profs qui m'ennuyaient, ou je trouvais leur cours pas intéressant, même si la matière était intéressante, je me mettais derrière dans la classe et j'attendais que ça se passe. Et je faisais les boulettes, ou voilà, je m'occupais comme je pouvais, je discutais, je passais pour celle qui faisait beaucoup de bruit, ou celle qui n'écoutait pas, qui faisait toujours des remarques un peu impertinentes, parce qu'en fait ça m'amusait, parce que je m'ennuyais. Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu provoquais et puis finalement, tu étais là, inattentive. Malgré tout... Mais tout rentre dans la tête. Mais tout rentre dans la tête quand même. Oui, tout rentre dans la tête parce qu'on a une manière de fonctionner qui est extrêmement rapide. Et surtout, j'ai la capacité j'adore écouter les conversations quand j'ai une conversation avec quelqu'un. C'est-à-dire que je suis au restaurant, par exemple, et une conversation à côté qui m'est
qui m'éclate. Donc en fait, j'écoute et des fois, j'interromps, je dis pardon, so sorry, j'ai un truc à te dire là. Je suis pas d'accord. Je fais exactement la même chose. Je suis capable de suivre 2 ou 3 conversations en même temps en retenant effectivement le fil conducteur et l'intégralité de la conversation. Et en fait, la personne qui est en face de toi est un peu gênée et pas contente parce qu'en fait, elle a l'impression que tu te moques d'elle, mais en fait, pas du tout. C'est en fait ton cerveau qui peut pas faire autrement que d'écouter ce qui se passe à côté parce que c'est hyper intéressant. Des trucs qui sont intéressants, des trucs qui sont... Puis surtout, après, c'est juste... Alors, ma mère m'appelait la concierge. J'étais un peu une concierge parce que j'étais au courant de tout. Parce qu'en fait, j'écoute tout. Et un de mes fils, c'est comme ça, il a l'oreille, je crois, infinie. Enfin, l'oreille infinie, ou je sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Il entend tout. C'est-à-dire que toute petite conversation était entendue et il capte et il rentre dans la conversation. Excellent. Bon, c'est presque un super pouvoir, en fait, ce truc-là. Parce que finalement, tu peux suivre plein de choses en même temps. Il y a aussi, je crois, cette particularité aide beaucoup les individus TDAH à briller dans l'entrepreneuriat, par exemple. Parce que quand tu es entrepreneur, tu dois gérer plein de choses en même temps. Tu dois être ultra polyvalent, tu dois être attentif à tout. Tu dois produire sur plein d'aires différentes. Et il faut vraiment une plasticité cérébrale très différente, je trouve, pour être dans l'entrepreneuriat et pour... Il faut s'adapter. Mais le problème aussi du TDAH, je trouve que... Alors, c'est une qualité parce qu'on peut produire très vite quelque chose, mais on peut s'éparpiller aussi. C'est-à-dire que moi, je peux très facilement m'éparpiller. C'est-à-dire que je commence par un truc, je l'arrête, je commence par un autre, après je décide de le terminer. Et puis, les trucs qui m'embêtent de faire, je les pousse. Et une fois, par contre, que je me suis dit, OK, il faut que je le fasse maintenant, le travail qui devait se faire sur 3 jours, je le fais en 1 jour parce que j'ai décidé que je le faisais et je finis à minuit et c'est fait. La terrible procrastination. Et puis finalement, je pense qu'on tourne très bien en cortisol. Donc, dès qu'il y a une deadline qui est proche, en réalité, tu es tout à fait en capacité de produire. Et je ne crois pas me rappeler d'une fois où je devais rendre quelque chose et je ne l'ai pas rendu. Non, on rend toujours. On les rend probablement pas dans les mêmes conditions que les normaux typiques. Non, on aime bien travailler à des heures incongrues ou des moments incongrus. Et c'est vrai que moi, mon cortisol, pour le coup, il est bien pas mal. Ça, c'est bien. C'est quelque chose qui, chez moi, fonctionne hyper bien. Ça aide. OK. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Oui. Tu travailles dans un domaine d'ailleurs qui est un peu insolite. Je crois que c'est aussi une des particularités c'est ça, du TDAH, c'est d'être un peu à côté des cases, un peu à côté du domaine attendu. Oui. Tu peux nous expliquer ça? Alors, j'ai fait des études de droit. J'étais spécialiste en droit pénal international et droit européen. Voilà. Ça a l'air très ennuyeux tout ça. Non, alors pas du tout. C'est hyper... Non, alors franchement, moi qui adore... Alors, le droit pénal international... Moi, depuis toute petite, je regarde Columbo. Alors quand j'étais petite, c'était Columbo, Murder, She Wrote. Enfin, tous ces trucs. J'ai toujours adoré les crimes. Donc le pénal, pour moi, ça a été une révélation. J'ai fait la meilleure note en oral à l'université de Vienne parce que voilà. Puis j'avais ma manière de penser. J'adore le pénal. Et mon père étant diplomate, le pénal international, c'était quelque chose, je combinais 2 choses. Et après, j'ai eu des enfants, voilà, ça s'est fait. Et en fait, les enfants, voilà, et ça a été un tournant. Je les ai eus jeunes. J'avais 26 ans quand je suis tombée enceinte de mon aîné. Et en fait, je me suis occupée d'eux parce que voilà, ça fait partie du TDAH, c'est-à-dire qu'on fait les choses à fond. Donc j'ai fait à fond le rôle de mère. Et j'ai décidé un jour, au début de ma quarantaine, en voyant mes enfants grandir, que la sexualité était quelque chose qui m'intéressait parce que leur sexualité était en train de se développer, leur bien-être. Et qu'en même temps, on voyait de plus en plus qu'à 40 ans, il y a les côtés de la ménopause, le bien-être de la femme, comment ça se passe, comment on évolue. Et qu'avant, une femme mourrait à 40 ans parce que c'était la fin, ménopause d'ailleurs. Hein. Et en fait, non, on meurt pas. On est le seul mammifère qui ne meurt pas ayant été... on est le seul mammifère ménopausé. Les autres mammifères ne ménopausent pas. Intéressant. Ça veut dire que... meurt avant, en réalité. C'est comme si finalement la fin de la vie sexuelle correspondait à la fin de la vie pour la majorité des espèces. Mais c'est ça. Le mammifère, on est le seul mammifère à vivre ménopausé. Les autres, techniquement, une lionne peut faire des bébés jusqu'à sa mort. Bon, elle le fera pas. Tu m'apprends. Ni une chienne, parce qu'à un moment, elle meurt elle-même parce que c'est pas bon pour elle. Mais on est le seul être à être ménopausé. Wow. Donc, voilà. Et donc voilà. La sexualité à la ménopause, ça s'anticipe aussi. Exactement. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Et surtout, oui, je pense que c'est le côté un peu choqué. Alors, ça choque un peu mes enfants. C'est pas les plus grands fans. Les filles, oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut parler de ces choses. Et dans une société comme Genève, clair que avec 5 enfants, on aurait plutôt prédit que je fasse quelque chose dans le droit, mais en fait, ayant son propre entrepreneuriat, on fait un peu de tout. On touche à tout. Oui, et puis je pense aussi que
probablement le fait d'avoir cette neuroatypie favorise de développer des sujets qui dérangent. En réalité, on est probablement plus à l'aise à développer des sujets qui dérangent, non ? En fait, les sujets... Moi, j'aime bien parler des trucs qui dérangent, parce que j'aime bien voir la réaction des gens. Parce que dans les dîners, quand on me dit « Alors toi, tu fais quoi ?» Puis moi, je dis « Moi, j'ai un site internet qui s'occupe de la sexualité. » Et là, les gens, ils me regardent, ils font « Ah !» Ah, mais ça exprime ton côté provocateur, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Complètement. Mais c'est là où tu as bien un truc qui va peut-être choquer, et on va sûrement couper ça. Non, on coupe rien. C'est qu'en fait, dans les dîners, honnêtement, on peut plus facilement parler de cancer, qui est une maladie sérieuse, bien sûr, que de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, qui est un moment joyeux, qui doit être pris comme un moment joyeux de nos adolescents, de nous-mêmes, enfin, c'est quelque chose qui... Quand dans un dîner, on dit qu'on travaille et on vend des sextoys, on parle de la sexualité, de la ménopause et tout ça, les gens se carapacent complètement sur eux-mêmes. Alors, très souvent, c'est les hommes qui sont intrigués. Pourquoi une femme ferait ça? Et puis après, du coup, ils allient ça au fait d'avoir 5 enfants, je sais pas... Le fait d'avoir 5 enfants et serait rallié à la sexualité, moi, ce serait le symptôme. Ce serait le symptôme. Je vois pas du tout le truc, mais bon, ok. Et les femmes, très bizarrement, se carapacent. Et il y en a qui ont mon âge, donc moi j'ai 45 ans, qui me disaient « Mais moi je suis pas en ménopause, Ariane ». Et je dis « Moi non plus, mais je te jure, hein, le chemin, tu y vas, mais je te promets. » C'est direct, c'est direct. Au bout de la route, c'est comme de dire « Mais ma fille a pas encore ses règles ». Oui, non, mais elle a pas ses règles, mais elle les aura. Hein. C'est un truc, tu vas ménopauser, tu vas. Et donc je pense que, voilà, mon travail, c'est de faire rire, d'introduire la ménopause, de faire comprendre les symptômes, parce qu'avant aussi, les médecins, ils nous filaient des médocs en disant, tiens, les hormones, et ça va bien se passer, parce que les médecins, les gynécologues hommes ne sont pas du tout, et même certaines femmes, sont pas du tout encore aptes à vraiment parler. Je pense qu'on a encore une perception de la douleur et de l'inconfort de la ménopause qui est vraiment pas à jour. Elle n'est pas à jour, et surtout, c'est quelque chose... Ouais, les gynécos, moi en fait toute ma vie j'ai eu des gynécos hommes parce que je supportais pas, et en fait je trouve que pour le coup, maintenant j'ai une gynéco qui est spécialisée dans tout ce qui est, elle a 4 enfants, elle est spécialisée là-dedans, et en fait c'est très agréable parce qu'en fait on discute avec quelqu'un qui connaît les symptômes, parce qu'un homme tu peux pas lui expliquer les bouts, il n'a pas d'hormones, hein. L'homme n'a pas d'hormones, il comprend pas. Oui, il en a quelques-unes, oui, mais il n'a pas les mêmes que il n'a pas les nôtres, et il n'a pas non évolue plus pas cette variation au niveau des cycles et cette grosse rupture finalement hormonale. Aucune rupture quoi, et j'en discutais aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur une nana qui fait une vidéo en disant après 40 ans on arrive à la est-ce que t'es glow-up team ou la ménopause team? Et j'ai dit mais en fait c'est ça la question, c'est pourquoi les hommes se posent pas la question. À 40 ans on se pose pas la question sur un mec. À 40 ans en tant que femme tu dois te poser la question où est-ce que t'en es, mais parce que c'est un truc de femme. C'est un truc de femme. Exactement. Donc voilà, donc c'est clair que oui, j'ai monté ce business et ouais, ça peut provoquer les gens. Et je crois que quelque part, enfin, moi je suis multi-entrepreneur, mais une de mes sociétés est dans l'infertilité. Dans l'infertilité, on parle énormément de sexualité. Voilà, exactement. Et j'avoue que c'est un milieu que j'adore, parce que finalement, on parle des choses que personne n'entend. On parle aussi, finalement, un peu d'une forme d'injustice médicale, parce que la majorité des traitements, en tout cas en Suisse, ne sont pas remboursés. On a des personnes qui sont vraiment dans le coin du mur et puis qui n'ont juste pas la possibilité d'accéder au statut de parents. Enfin, il y a plein de domaines comme ça qui sont très, très challengeants, on n'en parle pas. Et en fait, moi, j'aime aussi aborder les sujets qui dérangent un petit peu. Tu vois, l'autre jour, j'ai abordé le sujet de la frigidité. Voilà, vache. Ah putain, ça c'était violent. Hein. Et même sur Insta, ils m'ont pas du tout poussé la vidéo. J'ai dit, mais parce que dans le cas de Octobre Rose, le cancer entraîne beaucoup la frigidité de la femme, parce que tous les traitements crament et tout. Et en fait, c'est un sujet, on traite la femme qui a le cancer, mais en fait, maintenant, beaucoup de cancérologues travaillent avec des endocrinologues parce qu'ils ont compris, enfin, qu'après le cancer, il y a quand même la partie de la femme qui a peut-être 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 et qui doit encore vivre 50 ans. C'est clair. Et maintenant, il y a certains gynécologues qui prescrivent des sextoys. Fabuleux. Remboursés par les assurances, certaines fois. Fabuleux. Incroyable. Mais ça, personne n'en parle parce que, la frigidité. C'est un mot qu'on ne peut pas utiliser, c'est très compliqué. Parfait, donc on l'aura compris, quand on est adulte et TDAH, on a une créativité débordante. On aime les sujets qui dérangent, voilà. On est plutôt performante dans l'entrepreneuriat et probablement dans d'autres domaines aussi, hein, tu nous l'as prouvé avec le droit. Oui. Et puis pour les enfants, parfois c'est un peu plus compliqué parce qu'ils doivent suivre un circuit qui est aussi plus rigoureux, qui est aussi plus dicté. Toi, tu as tes 5 enfants qui sont
hyper rapprochés. En Ouais. plus, tu as dédié toute une partie de ta vie à l'éducation de tes 5 enfants. Ouais. Et tes 5 enfants ont des troubles déficitaires de l'attention. Alors, on le sait, qu'il y a vraiment ce côté héréditaire, génétique, du TDAH. Et moi, je suis dans la même situation. Je suis TDAH et mon fils l'est aussi. Et par rapport à tes enfants, du coup, est-ce que tu peux déjà aborder un petit peu peut-être le sujet du diagnostic? Parce que tu as dit au début de ce podcast que tu t'es découverte toi-même TDAH quand tu as eu le premier diagnostic. Tu peux aborder ce sujet-là? Comment ça s'est passé, ce premier diagnostic? C'était avec quel enfant? Tu l'as fait par rapport à quel signe, quels symptômes? Alors en fait, je l'ai même pas fait moi. C'est ça le truc le pire, c'est que je pense que c'est mon pédiatre, Dr Landry, qui je pense savait depuis toujours que j'étais TDAH. Non, mais en fait, j'ai même pas. C'est pour te dire que pour moi, mes symptômes sont normaux. C'est que je les ai pas vus chez mes enfants. Je vivais la même chose. Okay. Je vivais exactement la même chose. Pour moi, mon fils, il était juste dans le... Oui, dans un cadre familial. Hyper drôle, hyper brillant. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Aucun souci. Et en fait, mes enfants ont tous fait le privé petit. Et je pense que c'est aussi une des choses qui cachent quand ils sont dans le privé. Les enfants sont pris vraiment en charge. Donc, il y a toujours une maintenance qui est faite. Après, je les ai tous balancés dans le public. Et ma fille est née... en 9e, ça roulait parce qu'elle sortait du privé. En 10e, ça commençait à clapoter. Et en 11e, c'était un peu plus compliqué. Et après, les professeurs et elle-même a dit, maman, les profs ont dit, honnêtement, j'étais saoulée. Honnêtement, j'ai dit, encore un truc qui va me saouler. On l'est tous à ce stade. Non, mais je me suis dit, honnêtement, ça va me saouler parce que je dois encore voir le pédiatre. Enfin, ça va être encore des trucs là. Bon, bref. Donc, j'y suis allée, j'ai fait les tests. Elle est revenue avec un TDAH. Ok, très bien. Ça, c'était la première. Et puis, docteur Landry, mon pédiatre, a très bien fait son travail. Il lui a donné toute la palette qu'il fallait donner. Et après, à partir toute la palette de choix en fait. De choix thérapeutiques. Il lui a dit, voilà, les choix thérapeutiques, il y a ça. Il s'est adressé à elle, pas à toi. Alors, le docteur Landry est un docteur qui s'adresse vraiment à l'enfant à partir de ses 13 ans. Donc, moi, en fait, tous mes enfants étaient diagnostiqués. Enfin, les jumelles, là, elles ont 12, mais elles sont dans la 13e année. Mais tous ont été diagnostiqués dans leur 13e année. Donc, c'est quelque chose... Et lui s'adresse à eux, parce que il part du principe... Mais parce que ça les concerne. Mais ça les concerne directement. Donc, c'est pas à nous de discuter. Moi, j'avais mon opinion là-dessus, mais je devais fermer ma bouche et lui discuter avec l'enfant qui doit décider. Et c'est l'enfant qui décide, après de toutes les thérapies possibles, imaginables qu'on leur donne, parce qu'ils ont beaucoup de choix, certes. Dans le cas de mes enfants, ils ont choisi la thérapie, entre guillemets, des médicaments. Voilà. Parce que dans le cas de ma fille, par exemple, elle disait, j'ai pas envie de perdre de temps à être dans des thérapies à la con, si je peux prendre un médicament et que ça m'aide. Et après, c'est son choix. En fait, c'est son choix. À partir du moment où c'est le choix de l'enfant, pour moi, c'est relativement OK. Après, d'ailleurs, dans ma situation, c'est vraiment un petit peu la ligne directrice. C'est de me dire, OK, tant que mon enfant n'a pas l'âge de pouvoir faire ce choix et d'avoir un niveau de conscience qui lui permet de faire ce choix, je ne vais pas le faire à sa place. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je vois les gens... sur d'autres thérapies qui sont plus alignées à mes valeurs, à ce que j'aurais fait moi. Ouais. Alors, petit... Je sais pas comment j'aurais fait, parce que j'en ai un qui est mon troisième, qui est quand même bien hyperactif, parce que Cara est donc TDAH, hypersensibilité. Oui. Parce que j'ai appris justement qu'il y avait l'hyperactivité qui était claire et nette chez Gaspard, et l'hypersensibilité qui était chez ma fille Cara. Mais en fait, je pense que... Je sais pas comment j'aurais agi petit. Mais là, en tout cas, dans le cas présent, je ne peux que dire que sous médicaments, tous les symptômes, ça se passe beaucoup mieux. Et d'ailleurs, quand on était en voyage, on en avait à l'époque que 2 qui étaient traités pour le TDAH et on disait Cara, s'il te plaît, prends le même jour que Gaspard ton médoc, parce qu'il voulait pas le prendre parce que c'est les vacances. Et on disait on était à New York et c'était plus facile quand même quand ils sont tous les deux traités, parce qu'ils ont, en tant que ma fille qui avait de l'anxiété quand elle prenait le métro, l'autre qui faisait le con quand il prenait le métro. Et bref, et on disait mais s'il te plaît, vous pouvez pas prendre en même temps vos médocs, ça nous arrangerait tous pour le jour d'en avoir un qui est clean, les 2 clean quoi. Tu voyais que ça améliorait aussi finalement ta vie familiale. La vie familiale, parce que complète. Souvent ce qu'on se dit c'est ok, si seulement ça peut améliorer les alors avec les 5 compétences à l'école. Alors la vie scolaire par exemple de Gaspard, alors Gaspard, ce que j'ai aussi appris c'est avec le sport
aide beaucoup pour les TDAH. Évidemment. Voilà. Le mouvement, donc, c'est juste essentiel. Voilà. Et puis le plus régulier possible. Exactement. Et donc, j'ai 2 enfants. 2 de mes enfants sont... alors, Caspar était en sport-études. Il a arrêté maintenant, il est en première année du collège. Et César est toujours en sport-études en 2e année du collège, ici à De Stal. Et c'est vrai que Caspar a eu un énorme accident de genou qui l'a empêché de skier. Et à partir de là, c'est parti en flèche son TDAH parce qu'il ne pouvait plus faire de mouvement pendant 1 an. Oui. On a empêché Caspar de bouger. Donc, ça a été l'horreur. Aussi, que je pense qu'il s'arrachait les cheveux. Moi, j'osais même plus prendre le téléphone. Il avait 3 retenues par semaine. Bref, c'était n'importe quoi dans tous les sens. Et Dr Landry a décidé, avant diagnostic, en disant, je suis persuadée, enfin, lui, il faut lui filer de la Ritaline. Ce qui a été fait. Et j'ai les professeurs qui m'ont envoyé un mail en disant merci beaucoup. J'ai dit, voilà, Caspar est un traitement et tout. Ils m'ont remercié. Ça veut dire que Caspar, sous médication, son H diminue de 80%. Oui. D'ailleurs, il faut le dire, la médication ne marche pas sur 100% des enfants, Non. mais quand ça marche, ça peut être quand même assez spectaculaire. C'est spectaculaire et c'est hyper rapide. Alors, de nouveau, moi je pense que nous, on ne le fait pas comme un cachetet d'Haribo. Donc, le docteur Landry ne le fait pas du tout comme si c'était des Haribo ou des Kinder Bueno. Donc, non, mais parce qu'il y en a qui le font. Sans dire que les Haribo et Kinder Bueno, c'est pas bon du tout, mais bon, TDAH. voilà c'est mon fils, il adore le sucre, mais bref. Mais c'est vrai que nous, on doit y aller toutes les 6 semaines. On fait la pression, il regarde le poids, parce qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, ils ont tous un peu perdu du poids, ou ils se régulent, bref, il y a plein de soucis. Et c'est vraiment médicalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment un traitement qui, dans mon cadre familial, est médicalisé. Mais de toute façon, ce traitement doit être absolument suivi sur tous les critères, notamment de croissance des enfants. C'est absolument important. Oui, mais il y a plein de médecins qui ne le font pas d'une manière suivie. Moi, j'ai plein de copines qui sont chez un autre médecin, dont je ne citerai pas le nom, et qui ne font pas ça d'une manière suivie comme moi. Vivent quoi, du coup, chez leurs enfants? Ça veut dire que, par exemple, on a des pertes de poids qui ne sont pas forcément ouais, observées, puis c'est fluctué, puis l'enfant fait un peu ce qu'il veut, puis on me dit, il prend que les jours de... Mon fils prend du Concerta que le jour d'examen. Je suis là, mais pourquoi là? Mais pourquoi que le jour d'examen? Enfin, pourquoi le mettre en... Surtout que c'est pas du tout l'indication de ces traitements. Bah non, c'est pas des cachetons. Sauf si le médecin a donné clairement uniquement cette indication. Mais à la base, c'est plutôt des traitements qui sont faits pour être pris de façon permanente. Alors certains médecins vont proposer les jours d'école. Oui, et pas le week-end. Voilà. Mais moi, dans mon cas, je dis à Caspar, prends le week-end, par exemple. Parce que quand il ne les prend pas le week-end, ça peut être très compliqué pour nous. Et puis tu m'expliquais qu'en plus, il a un tempérament sur lequel, hors médication, il se met en danger. Ah oui, il se met en danger. Là, cette semaine, même avec médication, il a refait un accident de vélo. Okay. Voilà. Donc, tous les 6 semaines, on se pète le pied, on a un accident de vélo. D'ailleurs, c'est un des critères. Un des critères et un des mécanismes d'action de la médication qui peut être particulièrement intéressant, notamment chez les enfants qui se mettent en danger. On voit qu'on a on a vraiment une diminution de la quantité d'accidents quand ils sont médicamentés. Oui. Et le problème aussi de ces enfants, ce que j'ai aussi appris, c'est que c'est les enfants qui sont beaucoup plus poussés à avoir des addictions. Oui, soit de l'alcool, les addictions et Caspar, c'est un enfant qui peut déconner. Donc, il faut vraiment l'avoir sous contrôle, lui expliquer les trucs, parce qu'en fait, il adore, il a besoin, et quand il prend pas sa médication, il a besoin d'un shoot. Oui. C'est vrai, son shoot, et par exemple, l'autre jour, son shoot, c'était de faire le mur. J'ai dit, voilà, à minuit, t'as besoin de ton shoot d'adrénaline, et t'as fait le mur. Ok. T'as eu ton shoot. Tu vois, c'est vraiment... Et c'est là qu'il a eu son accident de vélo. Non, rien à voir. Rien à voir. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ce sont des enfants qui ont besoin d'un shoot, en fait. Et en fait, si tu comprends ce processus... mais moi, j'ai la même chose. C'est un peu la façon dont ils régulent, en réalité, leur flux de dopamine. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont avoir, justement, ces shoots d'adrénaline, ils vont avoir des libérations dopaminergiques. Et du coup... moi, je vois que c'est comme ça que je fonctionne, moi. Ces shoots-là. Moi, je fonctionne comme ça. Genre, dans le sens que j'ai quand même fait 4 grossesses, dont une gémellaire en 4 ans et demi. Parce que, voilà, je pense que c'était quelque chose... Voilà, je fonctionne en bloc et je pense que c'était mon bloc. Quoi. Alors, tu fonctionnes en bloc, ça c'est vrai. Et oui, et clairement, je pense qu'on fonctionne clairement au shoot et aux phases très très accélérées. Exactement, mais c'est vrai que je remarque qu'il y a des parents. Donc, moi j'ai diagnostiqué la numéro 1 en premier. Elle était en première année du collège. Caspar, donc on l'a diagnostiqué, il était en 10e, donc en début de 11e au cycle. Les jumelles ont été diagnostiquées, on a dit, elles, comme elles sont nées prématurées, ce que j'ai aussi appris, c'est que la prématurité, le fait d'être nées en dessous d'1,5 kg, donc ce qui était leur cas dans les 2 trucs, elles ont eu la double peine, génétique plus la naissance. Donc elles étaient, disons, elles devaient le devenir, pratiquement ça. Elles, je les ai diagnostiquées l'année passée, donc en 9e. Et César, nous l'avons diagnostiqué en début de 2e année du collège. Ok, donc et à chaque fois, donc au niveau des âges, ça donnait quoi au niveau de l'âge du diagnostic à chaque fois?
Donc ma fille avait 16 ans, César avait 15-16 ans aussi, Caspar avait 13 et les jumelles, elles allaient dans leur 13e année. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont particulièrement bien tourné au niveau scolaire jusque-là? Parce que finalement, oui. le diagnostic Alors c'est qu'ils sont tous hyper intelligents. Voilà, bon ça c'est aussi un truc apparemment génétique. Mais je pense que leur intelligence les a permis, mais ils se fatiguent. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, chez ma fille, ça a commencé à fatiguer en 10e, 11e, et puis les notes baissaient. Et dès qu'elle a commencé son traitement, les notes sont remontées. Maintenant, elle a 6 en français, en 3e année du collège. En réalité, les enfants TDAH n'ont pas vraiment de problématique d'intelligence en soi. C'est plutôt une problématique non, mais il y a trop d'informations et de dispersion totale. Et César, je pense, a été drive par le ski qui le poussait, mais là, en dernière année de ski, il a fait beaucoup d'erreurs de parcours. Et il se souvenait pas de son parcours. Hein. C'est-à-dire qu'il partait en super G, il disait après la 3e porte, ça se passe comment? J'étais oula, putain, tu pars quand même à 80 km/h, mais c'est OK. Et c'est là où j'ai dit, César, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un traitement. Et il en a discuté. Et de nouveau, toute demande de traitement n'est pas venue de ma part. Parce qu'en fait, beaucoup de parents, maintenant, j'ai l'impression, ils disent « Ah, il est TDAH, c'est super !» Non, c'est pas super. Non, c'est pas super. C'est pas un truc, c'est comme une médaille qu'elles se mettent toutes. Mais en fait, non, moi, mes traitements, c'est parti du pédiatre qui discutant avec l'enfant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est primordial. La notion du parent est subjective. Parce que nous, on le vit d'une manière complètement différente. Moi, dans mon cas, j'aurais jamais été sur un diagnostic TDAH parce que, comme je te dis, je vis ça. Tu ne le voyais pas. Je le voyais pas. Tu le voyais pas, non, clairement. Donc, en fait... Mais d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se passe parce que souvent, l'un des parents, au moins, est TDAH. Oui. Et du coup, c'est plutôt l'entourage qui va se signaler ou le cadre scolaire qui va signaler. Oui, mais dans mon cas d'entourage, la famille est comme ça. Et en plus, le pire, c'est que mon filleul est TDAH aussi. Non, mais parce que je m'entoure de ça. J'ai même un chien dont le veto a dit qu'il était TDAH. Ah ouais, le chien. Mon chien. Ma petite chienne. Une de mes chiennes, TDAH complète. Non, mais donc, en fait, je les attire. Oui, puis après, je crois que les TDAH, en tout cas adultes, réseautent avec les TDAH. Enfant, en étant TDAH, on peut avoir aussi des problématiques parfois de connexion avec les autres. Parce que tu m'as dit finalement, je crois que tu me parlais de ta fille quand tu me disais ça. Tu m'as dit, mais moi, j'aimerais aussi le traitement parce que je veux créer de la connexion avec les autres, en fait. Oui, je veux des copains, je veux être avec les autres. Voilà, c'est ça. Et ils ont besoin de ça. Et je pense que... Alors, mon frère qui a, sur ses 3 filles, je crois qu'il en a 2, TDAH ou pas, je sais pas. Lui, il a pris un autre système que moi parce qu'il dit qu'il ne faut pas droguer les enfants. Bon, ma belle-sœur est pédiatre, elle fait ce qu'elle veut. Mais, et ça prend du temps pour l'enfant. Et l'ado, je pense, à un certain moment, il faut quand même lui poser la question. Parce que l'ado a besoin de contact. L'ado a besoin de voir ses potes. L'ado a besoin de glander sur un lit. On est clairement sur la phase à l'adolescence où l'enfant doit décrocher du cadre familial pour aller s'extérioriser. Et la connexion est importante. Et si on lui met encore des traitements, je comprends pour les petits, mais à l'adolescence, je pense que... Moi, je vais à mon filleul, par exemple, et je l'engueule parce que sa mère lui dit « Prends ton traitement ». Mais j'ai dit, mais lui, il refuse pour x, y raison parce que je pense que c'est une opposition à ses parents. Mais j'essaie de lui expliquer qu'en fait, quand tu regardes... j'ai dit, mais... ça calme, ça détend, t'évites de te mettre... Et surtout, tu te mets pas en danger à l'école. À un moment donné, il y a des parents qui disent, oui, mais il faut pas, parce que j'ai pas envie que ce soit dans le dossier. Je dis, mais... Et même des profs qui m'ont dit, vous voulez vraiment annoncer ça à l'école? Je dis, mais oui, je vais annoncer ça à l'école. Parce qu'en fait, mais parce que jusqu'à là, ils ont des 6, mais je pense qu'ils auront encore plus de 6 et que tout va bien dans leur vie. Mais en fait, les gens voient ça comme un... péjorativement. Et toi, en étant toi-même TDAH et en voyant que tu t'en es finalement très très bien sorti, en fait, est-ce que tu t'es déjà questionné sur est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner ce traitement ou est-ce que finalement ils vont faire comme moi, ils vont avoir des phases fluides, des phases difficiles, mais in fine ils vont s'en sortir? Ouais, alors ça tu peux te poser la question, mais je pense que notre éducation était aussi différente. Et notre monde était différent, tu vois. Maintenant, tu peux... Enfin, nous, on n'avait pas d'aménagement, mais on n'en avait pas besoin parce qu'on se mettait sous stress, je pense, tu vois. Et puis, et encore on grille un peu nos cartouches, quoi. Ouais, on grille nos cartouches, mais encore que, je vais te dire un truc, les aménagements qu'on nous donne au collège, chaque collège a le droit de décider si... C'est le directeur qui doit décider si les aménagements sont bons. À De Staël, chez mon fils, le collège, le directeur a décidé que si un prof a 2 classes, et dans une, il n'y a pas besoin d'aménagement, et si dans l'autre, il y a besoin d'aménagement, eh ben, ils n'auront pas les aménagements. OK. Parce que, fairness for everybody. Donc, tout le monde doit avoir le même temps. Donc, si tu as un mec qui a besoin d'une demi-heure de plus, ou en semestriel, c'est quand même un tiers-temps, donc ça fait quand même 1h30 de plus, eh ben, il ne l'aura pas. OK. C'est le directeur qui décide. Et quels aménagements sont en cours là, maintenant, sur tes enfants en classe? En classe, ils ont des aménagements de temps.
Donc, sur les D'accord. semestriels, plus de temps. Ok. Certains professeurs enlèvent des questions. Donc les semestriels, c'est les examens. Les examens, C'est ça. exactement. Les examens, les Donc, gros ils ont examens une au collège. plus grande tolérance, en quelque sorte, au niveau des examens. Voilà, ça veut dire qu'aux examens, on leur donne plus de temps. Ok. Au cycle, on leur enlève des questions. Ça veut dire que s'il y a 20 questions, on leur donne que 18 questions à répondre. Voilà. Après, c'est eux qui font aléatoirement. Mais très souvent, mes enfants en ont pas besoin. Et je pense que ces aménagements... Alors, d'après les aménagements de bruit, ils ont le droit d'avoir quelque chose dans la main. Est-ce qu'ils ont des aménagements moteurs aussi? Ils peuvent bouger comme ils veulent? Ouais, Cara, je crois, ils ont certains... Même que je les ai même pas regardés, les voitures. Je suis pas du tout bien là-dessus. Moi, je les ai pas du tout regardés. Je dis, il y a des aménagements, tiens. Après, il faut dire une chose aussi, c'est que tu peux pas comparer une personne qui a 5 enfants Non. à une personne qui a un enfant. Alors, c'est ça. TDAH. Alors, moi, Tu il vois, faut pas je me... pense qu'on est- on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas dans la même notion. Ça veut dire du que tout la de- notion du truc, j'entends totalement une maman qui a un enfant et qui va regarder chaque point des aménagements. Moi, je regarde les aménagements, je lis même pas les aménagements, pour te dire, et je les forward directement au cycle et au collège en me disant, tiens, voilà, ça c'est le papier, vous gérez ça avec mon enfant, ça va bien se passer. Ça doit être passé, c'est bon. Et après, en fonction de, si on me rapporte, par exemple, si on me rapporte qu'un des aménagements n'a pas été mis en place par mes enfants, alors là, pour le coup, si. Alors là, j'appelle, je prends mon téléphone, je dis bonjour, paragraphe 3, alinéa 5, voilà, ça c'est écrit ça, vous auriez dû que. Ok. Donc tu vas te focaliser finalement sur un peu Le résultat. l'essentiel et le résultat. Voilà, mais de nouveau, c'est parce que j'ai 5 enfants et qu'en fait, tu n'as pas le temps de te focaliser sur un enfant. Et surtout que j'en ai 5 qui ont ce problème. Mais Ariane, franchement, Et j'ai 5 4 écoles. enfants, 3 chiens, 4 écoles. 5 enfants, 4 écoles, 3 chiens, une entreprise. Oui. On peut faire ça si on n'est pas TDAH? Je sais pas. Bah, Parce je que sais la pas non fatigue, plus. je pourrais pas te dire parce qu'en fait, alors il y a des nanas qui bossent et ils bossent beaucoup plus que moi. Je sais pas au niveau des heures, mais je n'arriverai pas à te dire en fait parce qu'en fait, je n'arrive pas à calculer. Je n'arrive pas à te dire. Ok. Et est-ce que tu crois, justement, ça c'est une chose qu'on entend souvent aussi, et j'aime pas vraiment cette idée, mais il y a cette idée que quand on est maman, nous-mêmes TDAH, on est obligatoirement une maman déviante et étiquetée, entre guillemets, un peu plus mauvaise maman que si on l'est pas. Oh, C'est quoi mauvaise ton maman dans expérience quel sens? C'est quoi ton expérience de la maternité? C'est-à-dire une maman peut-être moins vigilante, peut-être moins présente, peut-être moins consciente de ce qui se passe chez ses enfants, peut-être moins réceptive. Non, alors moi, on m'a dit que j'étais une mauvaise mère et quand on m'a dit ça une fois, parce que je suis une mère assez stricte avec mes enfants en fait. Et je l'ai dit, ah ouais? Et j'ai dit, mais moi, j'ai accouché au Grand Jet. On n'a pas reçu le livre. Toi aussi? Mais j'ai dit, mais toi, t'as reçu le livre de la bonne mère? Parce qu'en fait, d'où à où, en tant que mère, on peut qualifier une autre mère? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on a reçu un manuel de la mère? T'as pas reçu les livres de la bonne mère? Non. Toi non plus. Mais toi non plus. Mais moi, Impressionnant. mais un truc de fou. Moi, je l'ai pas reçu. Truc de dingue. Et surtout, avec 5 enfants, moi, mes enfants, j'ai toujours regardé qu'ils soient propres, qu'ils soient bien, ils soient éduqués, ils disent bonjour. Le côté, l'enfant a peur de dire bonjour, marche pas du tout avec moi. J'étais une mère archi sévère. C'est-à-dire, ils mangeaient pas le soir et ils avaient ça au petit déjeuner. J'ai été une mère archi sévère et ils se mettent ça comme médaille. Donc la médaille, c'est si tu as été sous la douche froide. J'ai sorti ma fille qui voulait pas s'habiller, forcément, parce que elle était un peu embêtante. Hein. Mais moi, j'ai fait la même. C'est-à-dire que petite, je voulais pas aller à l'école, donc je m'étais déshabillée devant l'école. Ok. Et ma mère m'avait déposée en culotte devant l'école, en disant, voilà, les habits, vous l'habillez. Les vêtements, c'est compliqué avec les enfants et Très les compliqué. individus Ah ouais. TDAH, en fait. Hein. Ah ouais, non, mais On passerait notre vie déshabillée, quoi. Oui, Moi, oui, petite, et- j'étais tout le temps. Ouais, non, mais ça, c'était un déshabillée, truc. le plus Et c'est possible. vrai que. Alors, Cara, elle avait le problème de s'habiller. Donc, une fois, j'ai sorti aussi en culotte. J'ai dit, écoute, moi, j'ai pas le temps. J'étais enceinte du 3e. J'avais le 2e. Moi, j'avais pas le temps. Et quand elle est arrivée dehors, elle m'a dit qu'elle allait quand même mettre ses bottes de pluie et qu'elle allait quand même s'habiller. J'ai dit, bah, super, bonne idée. Caspar avait une fixette sur les bottes de pluie aussi. Donc, lui, c'était qu'il mettait les bottes de pluie l'été. Et il nous avait tellement gonflé qu'un jour, j'étais seule et je me suis enfermée dehors de la maison. Le seul moment de ma vie que je me suis enfermée, d'ailleurs, je leur ai raconté l'autre jour, c'est parce que Caspar avait tellement gonflé avec ses bottes de... Et il faisait 40 degrés, le mec, il voulait mettre des bottes. J'avais expliqué que non et lui, il avait fermé la porte. Tu sais que mais c'est marrant, mon fils a la même fixette sur les bottes de pluie. Lui, en plein été, plein soleil, il aimerait mettre des bottes de pluie. Alors, Voilà. je pense que c'est le côté facile à enfiler. Je sais pas, parce qu'il était petit, Il y a- il pouvait mettre des Havaianas, mais non, mais le problème, c'était le sable. Bref, il y avait toujours un souci. Il y avait toujours un souci. Donc, en fait, non, c'est pas qu'on est... Non, mais maintenant, sur les réseaux sociaux, que j'y suis et que je dois y être pour mon boulot, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, il y a un énorme truc sur le TDAH. Mais énorme. C'est-à-dire que la mère TDAH, c'est le truc, c'est le Saint Graal, on dirait. Waouh! Ouais, c'est magnifique. vrai. Ouais, Ok, ouais. vivement qu'on prenne cette tendance en francophonie. C'est le vrai Saint Graal parce qu'en fait, là, on lui passe tout. D'accord?
Parce que TDAH, du coup, t'oublies des trucs, t'oublies ça. Donc, c'est le côté... le Saint Graal dans ce sens. C'est-à-dire qu'on devient... Alors, d'ailleurs, je suis pas tout à fait... Moi, je suis pas tout à fait alignée avec ce côté. On augmente la tolérance parce qu'on a un TDAH. Moi, je pense qu'on doit vivre dans. Mais je vois pas pourquoi on devrait faire quoi le même monde que tout le monde. C'est la même. Et créer plutôt des aménagements internes, en fait. Des façons de réfléchir différentes, des façons de performer différentes. Mais je pense qu'on le sait tous qu'on doit performer différemment. Mais je pense que le problème, c'est que notre société, c'est des sociétés pampers. Ok, donc on est des assistés. Ariane et mots. Alors explique-nous la société Pampers. Mais c'est ça, c'est qu'en fait on est des assistés. On nous a foutu un Pampers, on nous a dit tiens c'est comme ça parce que on va t'assister jusqu'au bout. Donc mec voilà on t'assiste, donc on te met un Pampers et puis ça va bien se passer. Mais non en fait moi j'ai jamais dit à mes enfants c'est pas parce que vous avez un TDAH que vous allez réfléchir différemment. J'aurais dit non vous faites. Si vous avez besoin de plus de temps vous avez plus de temps. Si vous avez besoin de ci vous avez besoin de ça. Puis maintenant, tu les pousses à s'autonomiser en fait. Mais depuis toujours. Mais ouais, mais il faut genre et puis là et puis surtout à 5 quoi. Moi j'ai toujours fait, je suis partie De toute façon, tu peux pas mettre les chaussures de tout le monde à 5, tu peux pas les habiller tous les matins concrètement. Non, et puis surtout qu'ils étaient très rapprochés tes enfants. Ils étaient très rapprochés donc moi j'ai jamais été la mère alors très mauvaise, j'ai jamais été la mère qui habillait ses enfants le matin. Mais jamais, c'est-à-dire que moi mes enfants étaient toujours à l'heure. Alors moi je sortais en pyjama et je sors toujours en pyjama promener mes chiens le matin, mais je les amenais en pyjama à l'école parce que bon voilà. Quel plaisir. Quel plaisir. Sortir en pyjama. Mais aucun souci. Le pyjama est la base en fait du confort du TDAH. Exactement. Et moi je sors en pyjama et en hug, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pluie, et je suis connue dans le quartier comme la meuf qui sort en pyjama, et en nuisette, en tout ce que tu veux. Je mets un manteau et je sors. Et j'ai aucun souci parce qu'en fait, il faut sortir le chien, tu le sors. Qu'est-ce que tu vas prendre une demi-heure à t'habiller? T'as pas le temps. Les chiens et tes enfants, t'as l'impression justement la présence d'animaux, c'est quelque chose qui les régule aussi? Je sais pas, ils ont toujours vécu avec. Ils ont toujours eu des chiens. Moi, j'ai toujours eu des animaux. Ça fait pas une différence entre avant après. Ce que tu as vu par contre en termes de régulation, c'est le sport, c'est ça? Le sport a atténué, je pense, des symptômes. Alors chez Caspar à 100% et César apparemment aussi, mais qui sont quand même ressortis après lui-même dans le sport. Et là aussi, tu vois un tabou. J'ai une amie, son fils est brillantissime au ski et a un TDAH. Mais elle ne veut pas le médiquer parce que la médication est considérée comme un doping. Tu dois l'annoncer à Swisski, d'accord? C'est juste un papier, une formulaire, tu dois annoncer parce que... C'est pas vraiment considéré comme du dopage, mais c'est ligne intermédiaire. Alors non, c'est considéré comme du doping si tu n'as pas une ordonnance médicale qui prouve que tu en as besoin. Okay. Et je lui ai dit, elle me dit, mais César, César, moi j'ai aucun problème, je vais faire la demande auprès de Swisski, il aura son papier, il se balade avec son papier, et puis c'est barre. Et franchement, je vois pas pourquoi mettre... En fait, à un moment donné, je vois pas pourquoi les parents... C'est un ego mal placé d'un parent, je pense, de se dire « Oh là là, ton fils pourrait... » Non, mais non, en fait. Tu crois pas qu'il y a une perception d'échec? Mais pourquoi l'échec? Je sais pas, peut-être d'avoir échoué. Alors, je te reporte pas forcément mon ressenti, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est vraiment de dire « Oui, mais en fait, moi, si je médique, j'aurais l'impression d'avoir échoué. » Mais non, si tu médiques, alors, je sais pas, moi je médique que moi, j'ai une fille qui est... Une des jumelles est épileptique, je la médique. Oui, et j'attends pas que ça. Si ton enfant a un souci de santé, tu le médiques et j'attends pas que ça lui tombe dessus, tu vois. Et c'est vrai que le TDAH, oui, certes, et je l'entends, il y a 20 000 thérapies possibles, et je trouve ça génial. Plus il y a de thérapie, mieux c'est, parce que il y a à boire et à manger pour tout le monde, c'est génial. Bien sûr. Mais chacun choisit en fonction de ses valeurs, de ses priorités. Exactement, c'est comme celles qui veulent pas prendre la pilule. Mais il y en a qui prennent pas la pilule. C'est la même. C'est-à-dire que le TDAH, tu prends ou tu prends pas. Tu mets la capote, tu mets pas la capote. Tu prends la pilule, tu prends pas la pilule. J'étais sûre qu'on allait parler de capote. Mais oui, non, je sais pas pourquoi. Je me disais, il y a un moment donné où elle va dire capote. Mais oui, mais c'est la même. Le TDAH, c'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Certes, ce n'est pas une maladie. Tu vas pas mourir demain pour cette TDAH. Par contre, on peut t'aider. Tu peux prendre une béquille. Et après la béquille, toi, en tant qu'adulte, tu décideras si oui ou non tu l'as. Et sur le plan familial, de tes amis, tout ça, est-ce que tu reçois des formes... Est-ce que toi ou tes enfants reçoivent des formes de pression liées à la médication? Non. Alors moi, j'ai des copines... Oui, j'ai une copine. Non, en fait, moi, maintenant, on m'appelle. Moi, je suis le centre d'information TDAH. Okay. Donc moi, on m'appelle maintenant pour me dire qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense qu'il faut que tu ailles là, faut peut-être que tu fasses ça, regarde ça. Comme j'ai un peu un réseau assez large au niveau des médecins, j'arrive à réseauter et j'ai aidé pas mal de gens. J'ai des amis, j'ai des amis qui considèrent ça comme de la drogue et ils veulent pas donner aux enfants et le disent aux enfants. Mes nièces ont dit à mes filles que mes enfants se droguaient. Ok, comment tu vis ça, toi? J'ai dit que venant d'une fille de médecin, tout est possible. Voilà, j'ai dit ça parce que bon voilà, et je dis chacun fait ses choix et que eux ils savent très bien pourquoi ils ont choisi ça et que ce n'est pas une drogue. Certes, quand tu voyages à l'étranger, tu dois avoir ton petit papier,
Ok, quand tu vas en France, tu as ton petit papier qui dit bonjour, je prends de la Ritaline, si c'est dans mon sac, voilà. Mais moi, je considère ça pas comme une drogue. Moi, je considère ça comme une béquille dont tu as besoin. En réalité, si tu lis la définition d'une drogue, on peut dire que probablement les traitements stimulants en sont, mais le café en est une aussi, le sucre en est une aussi, le chocolat et surtout, tu n'as aucun manque quand tu le prends pas. Oui, c'est vrai, comme quand tu prends pas de chocolat. Enfin, voilà. Non, t'as plus de manque quand tu prends pas du chocolat que quand tu prends pas du Concerta. Parce que moi, de temps en temps, je vole. Parce que moi, je médique pas du tout, mais je vole. Quand j'ai besoin, ça, je le dis. Et Docteur Landry est au courant, ils sont tous au courant. Que de temps en temps, quand j'ai besoin de phosphorer, et je sais que j'ai 3 jours devant moi où j'ai besoin d'avoir mon esprit qui part pas partout, je me prends le Concerta, je pique dans une des molécules de mes enfants, et mais c'est un truc de dingue. Et l'autre jour, César qui commençait son traitement, et qui n'était pas pour. Certes, César, c'était celui qui était le plus récalcitrant. Et on lui a dit, écoute, et le docteur Landry lui a dit, écoute, essaye maintenant, tu perds rien. C'est-à-dire que tu payes 6 mois. Si t'aimes pas, si ça va pas, si ça te convient pas, t'arrêtes, tu fais autre chose. Il a essayé, il est revenu. Et encore, il commence la dose, donc il est à 20 et il pèse 80, donc il va monter jusqu'à 70 sûrement. Il est arrivé, il m'a dit, maman, c'est hallucinant. Je me suis concentrée toute la matinée. Et tu avais l'impression que cet enfant, tu lui avais enlevé un poids de ne pas être concentré dans un cours qui l'embêtait, de ne pas être concentré. Et ça, de l'entendre. Et il l'a dit de lui-même, parce que je ne suis pas allée lui poser la question justement parce que c'était le plus récalcitrant. Donc je me suis dit, tais-toi, il fera son truc, il va me dire oui, non, comment ça se passe. Il est revenu, mais il avait l'impression il avait fait son Tetris, quoi. Et c'est quoi leur stratégie du coup? Parce que du coup, tes enfants les plus grands, je pense, sont vraiment en capacité de penser à la suite. Leur stratégie, c'est tenir le traitement jusqu'à la fin de leurs études et ensuite diminuer. Enfin, ils n'ont aucune stratégie. En fait, aucune. Nous, on fait tout au feeling. On a toujours tout fait au feeling. J'ai toujours vécu au feeling. Okay. Donc, mes accouchements, ma vie, c'est toujours au feeling. Et après, ça passe ou ça casse. Donc, voilà. Nous, là, on est au feeling. Donc, on est au feeling. Donc, pour l'instant, ils prennent. Gaspard, entre deux, il a dû changer sa molécule parce que comme il faisait, César l'a prise parce qu'en fait, t'apprends que la molécule dure tant d'heures, t'as les problèmes d'endormissement, pas. Donc César, qui est en sport-études, par exemple, de prendre une molécule, le Medikinet, qui ne dure que jusqu'à 3 à 4 heures d'après-midi. Parce que comme il n'a pas cours l'après-midi, à part le lundi, du coup, il n'a pas forcément besoin de se focus. Et il n'a pas besoin de se focus. Les cours sont le matin aussi, donc ça va très bien. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est adapté. Et je le redis, c'est une médication qui est adaptée à chaque enfant et qui doit être surveillée. Si c'est pas surveillé, ça part en cacahuète. Et mon filleul part en cacahuète. Des fois, je lui dis, mais Raphaël, tu peux pas t'auto-médiquer comme ça. Tu peux pas te décider tout d'un coup de, waouh, je prends ça à cette dose-là, et après, il est pas bien. Après, c'est pas possible. Bon, ce qui veut dire aussi qu'il a compris l'intérêt de la médication, sur quoi ça agit et que. Non, mais parce qu'il est intelligent. Mais sauf que je lui ai dit, mais tu serais à 100%. Non, il serait surtout à 100%. Et ça fait dangereux. Mais ouais, il a loupé 2 années. Waouh. À Fleurimont, parce que ça l'ennuie, parce que pourquoi, parce que. Et je lui dis, mais t'as pris ton médicament? Non, voilà, t'as eu 1 en maths. Et qu'est-ce que t'as pu observer toi comme effet secondaire? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui se posent aussi la question sur les effets secondaires, notamment la perte de poids, l'insomnie. Qu'est-ce que tu as observé? Comment tu as résolu ça? Alors, vraiment, chaque molécule agit différemment sur chaque enfant. Donc, la Ritaline, moi, à la maison, j'ai Ritaline, Elvance, Medikinet, et j'en ai un autre qui est sans amoxy, je sais pas quoi, qui est sans ordonnance du... L'atomoxétine. Voilà, ça, c'est pour les jumelles. Voilà, l'atomoxétine. Le plus dur à dire. Voilà, qui est sans ordonnance médicale du médecin cantonal. Qui est ordonnance seulement du médecin. Du médecin, ok. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, en tout cas en Suisse, c'est double ordonnance. C'est triple ordonnance, tu dois la donner. Le truc. On considère encore ces traitements. Ah, mais moi, je suis fichée. Moi, je suis fichée de drogue. Mes enfants sont tous fichés comme dealers de drogue. Je vous jure, je fais des petits trucs. Non, mais bon, bref. Tout ça pour dire que moi, alors, c'est certain, par exemple, la Ritaline, aucun ne prend parce qu'ils ont eu des problèmes d'endormissement. D'accord. Sur le soir. Voilà. Et le poids. La seule chose et le poids. Et les jumelles, par exemple, qui ont un poids, qui sont extra fines, avec de l'Elvance en sous-dosage complet au début, elles ont déjà perdu 2 kilos, donc on a arrêté, on est allé sur de l'atomoxétine, qui a un effet différent, qui est plus long, bref, c'est tout un truc. Oui. Mais chez elles, par exemple, qui n'est pas d'ailleurs un traitement stimulant, l'atomoxétine, qui est un traitement complètement différent, qui agit sur la noradrénaline, qui est aussi beaucoup plus long en termes de mise en place et tout ça, donc c'est vraiment un truc. Mais justement, parce qu'elles ne sont pas du tout en truc urgent au niveau de la mise en place, mais que chez elles, le plus important, chez elles, c'est le poids. Je veux pas qu'elles pèsent 42 kilos pour 1m65. Si elles perdent 2 kilos, vous voyez,
Ça les fait trop maigres. Mais Cara, elle a perdu 10 kilos. Oh, waouh. Ah oui, effectivement, c'est quasiment une rupture de... Oui, de la vraiment, courbe elle a de perdu croissance, 10 kilos. Bon, elle prenait la pilule. Bon, bref, après, ça s'équilibre, tu vois. Mais voilà. Et chez Caspar, qui est aussi assez maigre, on regarde le poids. Chez César, on a aussi regardé le poids. C'est un sportif, donc on veut pas qu'il perde non plus du poids. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et moi, et surtout ce qui est bien, c'est que l'ado n'aime pas manger le matin. On est d'accord? L'ado se lève à 8h moins 5 pour partir à 8h02. Il n'aime pas ou n'a pas le temps? Non, pas le temps, parce qu'en fait, flemme. Très souvent, flemme. Donc, moi, j'ai maintenant un tiroir. Parce qu'en fait, le matin, moi, les petits déjeuners des mamans qui font des petits déj, ça n'existe pas chez moi. Moi, j'ai un tiroir. Tous les trucs les plus dégueulasses de la vie sont dans ce tiroir. Style les pitchs, les gaufres, les crêpes roulées, tout ça. Parce qu'ils prennent ça au rapide. Ok. Parce qu'ils se lèvent tard. Et dans le frigidaire, il y a des yogourts, des Actimel, des trucs comme ça et du muesli. Bon, il y a tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que hyper important, c'est le petit-déj. Et Dr Landry leur a dit, si tu veux fixer la ritaline, cette molécule, tu dois avoir du gras. Tu dois fixer avec du gras le matin. Donc, le petit-déjeuner, c'est important. Et moi, ils sont dans le public, donc j'ai l'honneur de les avoir tous d'une manière ou d'une autre à déjeuner à midi. Les 5. Waouh. Voilà. Donc, Gros travail. Gros travail depuis toujours. Depuis 18 ans que je cuisine matin, midi et soir pour eux. Waouh. Et donc, à midi, je leur dis... Voilà, j'essaye aussi, parce que souvent, on dit qu'à midi, ils ont moins faim. Donc, je les oblige à quelque part. Je leur dis, non, tu dois encore un peu manger pour être sûr qu'il n'y a pas cette chute. Mais c'est pas que tu les goinfres comme une noix, mais tu regardes qu'ils mangent correctement à leur faim. Ok. Voilà. Ok, donc du coup, finalement, ce que tu avais eu, par exemple, la perte de 10 kilos, je trouve ça hyper choquant. Sur le poids d'un enfant, c'est énorme, 10 kilos. Ouais, elle avait 16 ans. Ça représentait quoi? 10%, 20% de son poids? Ouais, Non, elle faisait 1m68, 1m69 pour 60 kilos, tu vois. Elle est descendue à 50. Ok. Et là, du coup, l'arrêt du traitement a tout de suite permis une reprise de poids? Non, parce qu'après, en fait, ça a une stabilisation. Après, tu as une stabilisation après 1 an. D'accord. C'est au début. La première année, les 2 premières années sont un peu compliquées, je trouve. Et après, en fait, tu as une stabilisation. L'enfant, en fait, se stabilise et sait très bien que le week-end, il peut manger plus s'il ne veut pas prendre son Concerta. Et après, en fait, il décide aussi, elle, par exemple, elle prend le Concerta et les week-ends, quand elle doit travailler, elle prend pour travailler. Ok. Caspar, il prend le dimanche, par exemple. Il décide que samedi, c'est jour off, où il fait des conneries. Est-ce qu'ils ont des résistances, parfois, à prendre leur traitement? Aucune. Aucune. Tout se passe bien avec tout le monde. Parce que c'est aussi une chose que documentent souvent les parents. Ils disent, OK, ils acceptent de le prendre pendant un certain temps. Puis après, de par la pression parfois des camarades, la pression familiale, l'enfant commence à devenir un petit peu résistant à la prise de traitement. Et là, ça peut vraiment commencer à dérailler. Parce que finalement, l'enfant lui-même est tiraillé entre, OK, est-ce que je prends mon traitement et finalement, j'arrive à être concentrée? Est-ce que je le prends pas? Enfin, tu vois, ça, t'as pas eu. Ouais, non, mais parce que je pense sincèrement que la discussion avec le pédiatre... C'est eux compris la décision, ça change tout. Mais ça change tout. Et que beaucoup de parents, j'entends beaucoup de parents autour de moi qui veulent gaver leurs enfants avec doigts avec la médication. Alors, et qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas pour X raisons, comme dans le cas de César. Par exemple, le cas de César, moi, j'y suis allée chez Dr Landry en me disant, putain, il va pas le prendre, bon, on va devoir trouver un truc, encore un de ces trucs, bon, bref. Et Dr Landry, en discussion avec mon fils, a réussi à aller dans la voie qui était peut-être pas la meilleure pour César, parce que c'était pas sa voie principale, mais celle au moins de la raison de dire, essaye, qui t'entraîne à rien, et tu verras bien ce qui se passe. C'était la même quand j'ai fait tous les tests, moi, au pôle autisme, là, avec le docteur Elias, qui est celui qui m'a fait le débriefing. Il a dit la même. Enfin, je pense sincèrement que la discussion de base, la première discussion... doit se faire avec l'enfant. Doit se faire avec l'enfant. Et c'est l'enfant qui doit prendre sa décision. Surtout sur une médication qui n'est pas une maladie apparente. Comme je dis, pour moi, c'est pas une maladie apparente. Donc, en fait, c'est l'enfant qui doit se faire la réflexion. Je le fais. À quel point c'est handicapant pour moi, et à quel point ça me pose des problèmes. Exactement. Et après, franchement, les camarades en classe, il y a d'autres, j'allais dire un truc que je peux pas dire, donc je dis pas, il y a d'autres problèmes qui sont, je pense, bien plus graves que de savoir si tu prends du médication ou pas. Oui. Et que de toute façon, que tu aies les cheveux verts grands, tu as un sac qui colle pas, de toute façon, l'ado, il va se critiquer. Donc, en fait, on s'en fout. Et est-ce que, tu vois, moi, il y a une question que je me pose, c'est de me dire, OK, il y a des phases qui sont assez critiques. C'est le début de la scolarité pour un enfant TDAH, mais c'est aussi l'adolescence. Ouais. Est-ce que tu penses que si on passe cette phase, je sais pas vraiment quoi en penser, mais est-ce que tu penses que si on passe cette phase, tu vois, c'est comme une grosse vague d'un coup, et si on la passe après, ça va mieux 2 ou 3 ans plus tard, et que là, on n'a pas forcément besoin, du coup, de médicamenter l'enfant? Et tu n'as pas pris la médication à l'adolescence? Je sais pas, ça me questionne en fait. Est-ce que quand l'enfant est TDAH et qu'en plus de ça, tu ajoutes l'adolescence, qui est vraiment un bouleversement physique, physiologique? Mais tu sais que je te jure, moi je vois pas le problème. Le TDAH pour moi n'est pas un problème.
Alors pour moi, ça l'est non, pas. mais Je le vois, je même comprends pas, même tu vois, pas. je le constate même pas sur le Ouais. quotidien. Par contre, c'est vraiment dans le cadre scolaire. Enfin, Mais dans le cadre scolaire, ouais, bah, tu vois, mon frère, par exemple, en 3e année, il a failli louper son extra-amoureuse, donc il s'est repris en main. Bon, voilà, à l'époque, non géré, donc si tu vois le truc. Mais dans le cas de mes enfants, je pense que je l'aurais. Franchement, tu vois, Cara, maintenant, elle a 6 en 3e année du collège en français. Alors, à Enfin, savoir qu'on est en Suisse, 6, c'est 6 la meilleure sur 6. note. Voilà, 6, c'est la meilleure note. C'est un 20 sur 20. Voilà, c'est un 20 sur 20. Et qu'en début d'année, de première année du collège, c'était trop de trucs et qu'elle n'arrivait pas à se concentrer. Et elle a 2-3 copains qui sont TDA, qui n'ont jamais eu les aménagements, les parents veulent pas les traiter parce que Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont loupé leur 2e, ils ont loupé leur première, ils passent d'une école à l'autre. Moi, je trouve alors, je trouverais, honnêtement, j'aurais trouvé ça plus difficile d'avoir un diagnostic petit que grand. Parce que grand, vraiment, et de nouveau, je reviens, c'est la discussion essentielle de l'enfant. À partir du moment où l'enfant prend cette décision, pour moi, tout est relativement clean. Je trouve que le challenge, c'est vraiment quand t'es parent d'un enfant petit, qui est diagnostiqué petit. Tu vois, moi, c'est mon cas. Mon fils, il a été diagnostiqué à 6 ans. Ouais. Mais moi, ils auraient dû peut-être être diagnostiqués. On te propose la médication. Et moi, j'avoue que j'ai pas une réticence permanente sur la médication. D'ailleurs, je connais très bien les traitements. J'ai vu l'évolution des traitements. Je lis les études. Enfin, concrètement, on peut pas dire le contraire. La médication, elle est super efficace. Il y a rien à dire là-dessus. Par contre, j'ai peur des effets secondaires. Je me pose aussi beaucoup de questions. Je me dis, ok, je commence à modifier la chimie de mon enfant. Est-ce qu'il est d'accord? La chimie du cerveau de mon enfant, est-ce qu'il est d'accord avec ça, en fait? Je veux juste qu'il soit d'accord avec ça, si ça se produit. Mais ça, c'est parce que je pense que moi, j'ai pas été confrontée, mais au stade petit, au stade petit, tu vois. Parce que je l'ai vécu en me disant c'est normal. Puis comme tu dis, parfois, le fait qu'il soit en école privée... Ça change tout. Parce que moi, mon fils, ça fait 2 années d'école privée. On n'a pas eu de problème pendant ces 2 années. Bah, c'est ça. Par contre, dès qu'il s'est retrouvé dans le circuit, effectivement, public, où là, finalement, il y a plus de professeurs et puis... Il y a plus de relâche. Plus d'élèves et puis il y a plus de relâche scolaire. Et plus de relâche. Et surtout, il y a moins de suivi. Tu vois, moi, ils ont été vraiment jusqu'en 8e, en 8P, là, en privé. Donc 8P, ça correspond à 12 ans à peu près, c'est ça? Donc en fait, finalement, c'est quand ils sont repassés en public que les symptômes ont explosé aussi. Oui, alors chez les jumelles, chez Cara, ça a explosé en 2e année de cycle. Donc en 3e, c'était limite. Et puis voilà, puis après, aux premières années du collège, on a fait le diagnostic. Caspar, c'était pendant son cycle, après son opération. Les jumelles, on l'a fait en fait en préventive. Ouais. Les jumelles, j'ai dit, on fait en préventive et en fait, c'était bingo. Et César, on a attendu, tu vois, et 2e année du collège. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu adores chez tes enfants et qui, à ton avis, sont liés à leur TDAH? Parce qu'on adore tous des trucs chez nos enfants. Chez nos enfants, je sais pas, ils sont drôles. Non, mais je sais pas, mais nous, on fonctionne en meute. Donc en fait, la meute, quand elle fonctionne, c'est... L'autre jour, on était à déjeuner... Ultra puissant. Ultra puissant. L'autre jour, on était à déjeuner avec une amie qui a des enfants, 3. Et il y avait 4 de mes enfants qui étaient là. Elle dit, mais en fait, un déjeuner avec toi, c'est juste des conversations, je disais. Parce qu'en fait, ça part, dès que tu allumes la mèche, ça part dans tous les sens. Et je me suis dit, un jour, j'espère que leur conjoint aura un TDAH. Où il y aura un truc, parce qu'en fait, le petit copain de Cara est méga calme. Mais zen, alors lui, il est complètement zen. Je pense que justement, on cherche à mais Cara, d'ailleurs, quand on lui dit, pourquoi tu as ton petit... Elle dit, parce qu'il me compense. Parce qu'il est calme. Il est méga calme, le mec. Parce que les déjeuners avec nous, très souvent, ça se termine pas ensemble. Et comment est ton mari? Il est calme ou... Non, lui, tout à coup, ça explose. Lui, tout à coup, ça explose. Mais c'est vrai que nos dîners, des fois, je dis, j'ai plus envie de dîner avec vous tous. On se retrouve quand même tous à table. Ça part tout le temps en couille après 10 minutes. Parce qu'il y en a un qui a dit un truc, qui a dit à l'autre, qui a dit, bam, ça part, le verre d'eau. Et que ça s'engueule. Et que ça part dans tous les sens. Donc, il y a eu une période où je ne faisais pas un seul dîner ou déjeuner avec mes enfants, d'une manière calme. Okay. Et quand j'en avais 3, je me disais, ouf, il n'y en a que 3, et sur les 3, il y en avait toujours un qui allait faire le con. Pour X, Y raison, et ça part dans tous les sens. Oui, parce que souvent, la créativité, elle est quand même ultra débordante, et pas que dans le... Mais ils sont très créatifs, mais ils s'entraident beaucoup. Ça, c'est une qualité, et ils savent assez bien savoir quand ils vont trop loin avec leur mère. Ils connaissent leurs limites, et le cadre. Oui, parce que oui. Et avec les autres également? Avec les autres enfants? Avec les autres enfants, avec les autres personnes de la famille, ils connaissent aussi les limites et le cadre. Entre eux, non, il n'y a aucun cadre. Okay. Entre les enfants, entre eux? Non, la meute, elle se sort tout ce que tu veux. Mais par contre, quand les 5 sont contre toi, t'es mal barré.
T'es hyper mal barré parce que Ça, j'imagine. c'est très mauvais. C'est très mauvais parce qu'en fait, toutes leurs qualités et déqualités du TDAH se sortent. Et là, tu te trouves confronté à une sorte de machine qui est un bulldozer. Oui, et comme on disait, les enfants qui ont un TDAH n'ont pas du tout de manque d'intelligence, et bien au contraire. Parfois, ils excellent, mais par contre, ils n'ont pas les filtres, ils n'ont pas les codes. Alors, le troisième a zéro filtre, zéro code. Mais mon aîné est hyper sensible, donc il se moque d'elle parce que des fois elle te balance une papaye à la gueule. Enfin, elle peut être assez, elle est très très émotive, elle déchire, voilà. Hein. Et c'est vrai que le deuxième se joue de ça sur l'aîné. Les jumelles, elles sont un peu borderline aussi, hypersensibles, donc bon voilà. Donc c'est vrai que tout d'un coup ça peut faire des énormes booms, mais énormes. C'est un truc dantesque. Et ben moi un jour ils m'ont tellement saoulée, c'est pour te dire, ils racontent ça comme le pire Noël. C'était à Noël, parce que là, c'est l'effervescence totale Noël, c'est horrible. Et donc, on avait fait un repas, ils n'ont pas aimé, donc je me suis levée de table. Ils n'ont pas aimé le repas, ce que tu avais cuisiné? Non, ça leur convenait pas. D'accord. Donc, j'aurais dit, allez tous au diable. Je vais monter dans ma chambre. Donc, moi, j'ai des rituels, parce que voilà, ça fait partie de mon truc. Donc, à Noël, je regarde Indiana Jones en boucle, Harry Potter en boucle, depuis tout petit, les Pirates des Caraïbes. Toujours les mêmes? Toujours les mêmes. C'est des films comme ça qui sont... Et mes enfants le font. C'est-à-dire que mes enfants, maintenant, quand ils ont un truc, ils regardent en boucle Pirates des Caraïbes, ils regardent en boucle Indiana Jones, James Bond. On se fait des boucles, parce qu'on aime bien ça. Harry Potter. Donc, et j'avais dit à mon mari, demain matin, il n'y aura pas de cadeau. Le Père Noël ne passera pas. Parce qu'en fait, j'ai décidé qu'il m'avait trop saoulé. Il m'a dit, ouais, t'es pas possible et tout. Le matin, à 8h du matin, il s'est rentré. La surprise générale. Il n'y avait aucun cadeau. Aucun cadeau. Non, parce que quand je dis que je fais quelque chose, je fais. Et donc, du coup, la frustration ultime. Frustration ultime. Donc, du coup, ils sont allés dire à leur petite sœur qui avait, je crois, 8 ans, ouais, maman, elle n'est pas venue, le Père Noël n'est pas venu à cause de ma mère. Donc, ça a été le Bronx total. Finalement, mon mari, pendant la journée, j'étais sortie me promener. Bref. Et donc, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Et ça fait partie de mon truc. C'est-à-dire que je m'auto-flagelle. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, ça fait partie, je pense, c'est un de mes traits du TDA. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Ouais. Et je tire un trait et il est bien tiré. Et je dis, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Bon, ça, c'est plutôt positif. Tu le vois négativement? Non, mais tout ce qui pourrait être sur le plan éducationnel, c'est plutôt positif. Ah oui. Sur le plan professionnel, c'est plutôt productif. Ouais, mais sur le plan émotionnel, des fois, toi-même, tu te dis, ok, t'as tiré un trait, mais ça est resté. Ça leur est resté. J'aurais dit, les gars, ou un Noël, j'avais aussi trop de trucs. J'avais décidé que les papiers de cadeaux me saoulaient. Donc j'ai dit, maintenant, vous faites vous-même vos paquets de cadeaux. Puis de toute façon, tout ce que vous voulez, c'est des habits, des trucs. Alors faites vos cadeaux vous-même. Ils m'ont dit, maman, c'était les cadeaux les plus moches lors de Noël. J'ai dit, bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai décidé. Oui, il y avait plus de surprise. Ouais. Intéressant. Et d'ailleurs, en fait, je pense que ce que tu le dis, tu le fais. Moi, j'ai vraiment ce cadre aussi, et jusqu'à l'épuisement. Ah oui, jusqu'à l'épuisement. J'ai décidé que dans une journée, j'avais une to-do list avec 15 choses à faire dedans, et je vais produire ces 15 choses jusqu'à l'épuisement. Et tu le fais. Et je le fais. Et au niveau de l'éducation, c'est là où... Ce qui n'était pas le cas petite, par contre. Pour moi, la procrastination, elle était beaucoup plus présente il y a... parce que tu fais ce que tu aimes. 20-30 ans en arrière. Quoi. Oui. Mais en fait, tu parlais de la mère et de l'éducation et du TDA. En fait, je trouve qu'en éducation, si tu es vraiment bien branché TDA, tu fais jusqu'au bout ton truc. C'est-à-dire que moi, quand je leur disais, vous mangez pas le soir, vous aurez au petit-déj. Au petit-déj, je le sortais du micro-ondes et ils devaient d'abord manger ça et après, ils avaient droit. Alors, tout dépend, je pense, sur quoi tu es obsessionnel. Moi, je suis beaucoup plus obsessionnelle sur l'alimentation, la santé. Et c'est un sujet sur lequel je vais souvent pas vraiment déroger, tu vois. C'est-à-dire qu'à la maison, on mange sainement, on va faire ceci, on va faire cela. Enfin, sur ce sujet-là, je vais pas déroger. Par contre, sur d'autres sujets, je vais... Tu vas lâcher. Alors moi, l'éducation est primordiale chez moi. Donc en fait, moi, les enfants qui... valeur haute. Non, valeur haute, c'est-à-dire que les enfants qui viennent et qui disent « Ah, il n'ose pas te dire bonjour parce qu'il est timide », ça, je supporte pas. Ça, cet enfant-là, je ne vais même pas lui parler, je ne vais même pas le regarder parce qu'en fait, je trouve ça inadmissible. Un enfant, ça veut dire bonjour à un adulte. Et ça, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est, voilà. Et c'est vrai que sur certains trucs, je ne déroge pas. Mais alors, sur les autres... Tu déroges sur les pitchs, par exemple. Je déroge sur les pitchs, je déroge... En fait, combiné, sur on ferait vraiment une super méga maman, quoi. Et sur le Nutella, tu vois, je combine des fois sur le Nutella. Je m'en fous, mais bouffe du Nutella. Tu veux manger du Nutella? Mange du Nutella. Mange les trucs qu'il faut pas, je m'en fous. Et les autres qui sont là à faire des noisettes, non, je ferai jamais J'en déduis que l'alimentation pour justement réguler la dopamine, t'as pas vraiment mis en place. Non.
trop contraignant. Non, puis surtout, moi-même intolérante au gluten, moi-même intolérante au lactose. Un de mes fils intolérant au lactose et au gluten pendant un temps. Donc, si tu veux, j'ai dit, tu sais quoi, il y a des trucs sur lesquels on lâche. Parce qu'en fait. De toute façon, tu peux pas mener tous les combats non plus. Et je pense que c'est important de aussi choisir ses combats. Et c'est ça la stratégie aussi, à mon avis, de prise en charge d'un enfant TDAH. Et chaque enfant, par exemple, Cara, supportait pas petite de manger des fruits. Donc, un jour, elle n'a pas mangé pendant 4 jours. Parce qu'elle ne voulait pas manger sa compote. Et que j'avais décidé que c'était sa compote ou rien. Et donc, j'avais appelé Dr Landry. Le Dr Landry me dit, si elle boit son lait, c'est tout bon. OK. À la fin du 4e jour, elle a mangé sa compote. Je dis, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et depuis, elle mange des fruits. Non, elle n'aime pas les fruits. Elle n'aime pas les fruits. Elle n'aime pas les fruits. Mais, c'est à un moment donné, oui, mais la mère, je pense que beaucoup de mamans se mettent le truc de TDAH en disant, ah, j'ai oublié. Oui, alors on oublie, oui, je sais, oui. Mais en fait, non. En fait, c'est pas une excuse. Et en fait, t'es une mère, t'éduques. Dans le cas du TDAH, tu as effectivement des formes d'intelligence qui sont peut-être plus dysfonctionnelles, mais aujourd'hui, elles sont très facilement compensées par des to-do list, des planners. Enfin, je pense que si tu es organisé, ça compense vraiment la majorité du trouble. En tout cas, à l'âge adulte, peut-être mais tu pas sais que quand je tu te jure, moi, mais à l'âge adulte. Mais le trouble, moi, c'est tellement drôle parce que le trouble, c'est non, un mais truc moi, que je n'arrive pas. Je bénis le monde d'être TDAH et je suis très contente mais je le vois pas, moi. Le soit en réalité, parce que je trouve que ça ouvre tellement un champ de perception immense et un champ de productivité aussi immense. Je ne voudrais surtout pas être autrement, tu vois. Alors moi, tu vois, j'ai eu l'autre jour la sensation que mon mari m'a enfin comprise après 25 ans. Non, je déconne. Mais ça fait 25 ans que je suis avec mon mari. Et l'autre jour, et lui, pour le coup, lui, lit tous les bilans des enfants. Chose que je ne fais jamais. Moi, je reçois le truc, finito, hop, je balance. Il s'investit de cette manière-là. Lui, il le lit. Oui. Et on devait regarder un hôtel, bref, un truc. Voilà. Et on regarde, donc j'étais avec son ordinateur, et tout à coup, je pense à une chose, donc je commence à lui dire, ouais, mais attends, je vais aller chercher un truc là, je reviens, et puis je fais ça 4 fois, il me dit, mais Reine, tu peux juste 2 secondes te concentrer sur ce que je t'ai demandé de faire. Et en fait, parce que fondamentalement, ça devait me saouler de le faire, donc mon esprit partait autre part, parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et donc je dis, mais j'ai d'autres trucs à faire là, j'ai pas le temps en fait. Donc je fais son truc, mais en fait, il voyait bien, et pour la première fois, il m'a dit, c'est pas parce que t'as ton TDAH, je dis, ah bah pour une fois, t'as compris le truc, bravo. Mais ça va t'ouvrir d'autres perspectives avec ta femme. Et d'ailleurs, on n'est pas que ça, en réalité. Et je pense que c'est une vraie erreur de tout faire tourner autour du TDAH. Nos enfants sont tellement plus et c'est pour ça que moi, j'ai jamais fait tourner quoi que ce soit. Parce qu'en fait, et je te dis, moi, j'aurais pas eu des professeurs à l'école qui auraient dit, Cara, elle a un problème. Tu serais même pas alertée. Ah non, mais rien. Alors ceux qui m'ont réalité, c'est Caspar avec son hyperactivité, quoique, tu vois. Mais sinon, les autres... Et sa mise en danger, en fait, aussi. Oui, mais les autres, jamais de la vie. Mais parce qu'en fait, ils vivent un système qui est le mien. Et quand il y a mon père, ma mère, et qu'on discute tous ensemble, ça part dans tous les sens. Oui, et de toute façon, tout le monde, finalement, pense de la même manière. Exactement. Ce qui est confrontant, c'est de confronter, finalement, des TDAH à des personnes qui ont des pensées... Ils ne pensent pas assez rapidement. C'est un peu compliqué. Et ouais, vraiment. Et quand ils pensent pas en arbre comme ça, le truc qui part dans tous les sens, là, c'est compliqué parce qu'en fait, t'arrives pas. Parce qu'en fait, c'est chiant ces discussions. C'est pas des discussions intéressantes. Non, mais c'est des trucs où moi j'aime bien. Et puis moi, j'ai grandi en 4 langues, d'accord. Donc en fait, moi, j'aime bien surtout. J'ai la capacité à pouvoir choisir un mot qui me plaît plus dans une langue que dans une autre. Donc quand j'ai en face de moi, par exemple, quelqu'un où je sais qu'il parle l'allemand et l'anglais, je vais varier les langues en fonction du mot qui m'intéresse. Si j'ai devant quelqu'un qui... Ouais, ça t'amène vraiment la finesse. Et je crois aussi, en tout cas, je vois ça chez mon fils et je vois ça chez moi aussi, qu'on est très intéressé par la variété du vocabulaire et par peut-être mettre les bons mots sur... Oui, tu as un bon mot. Chaque langue a un bon mot. Chaque langue a le truc qui fait que c'est comme ça et que c'est pas comme ça, que ce soit en espagnol, en anglais, en allemand. Tu as un mot pour chaque chose, je pense. Et pas chaque... Et aucune langue n'a la science infuse. Bien sûr. Voilà. Mais c'est clair que quand tu es devant quelqu'un... Et en fait, je pense que fondamentalement, je dois m'entourer de gens qui... Les gens qui ne m'intéressent pas, c'est les gens qui ne fonctionnent pas assez rapidement. Oui, c'est un fonctionnement rapide, hein, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est un fonctionnement rapide, mais je vois, en effet, beaucoup de parents qui résistent ou qui disent « Ah, de toute façon, il y en a beaucoup trop, c'est n'importe quoi, on diagnostique tout et n'importe quoi. » Alors ça, c'est une autre chose. Je pense que quand tu veux faire un diagnostic... Moi, je suis allée au pôle autisme à Genève qui diagnostique la dyslexie, l'autisme, tout ça. C'est un lieu où on me dit, je dis, oui, là, c'est fait par des médecins. C'est 3 jours de test, tout est testé. Et je pense qu'il faut absolument aller dans des centres de diagnostic. Et je pense que ça, c'est la clé aussi du truc, c'est qu'en fait, tu vas pas chez un tartampion faire un truc. Tu vas chez des gens qui ont ça tout le temps et qui peuvent te dire, non, il est pas H, oui, il est H, il est rien du tout, et rentre à la maison. Et ça, je pense que c'est la clé aussi. Et je pense que tous ces gens qui disent non,
Je pense que, tu vois, tu parlais d'échec. Et je pense que la mère, à l'heure d'aujourd'hui... perception d'échec, oui, en tout cas. Mais la mère se met un tel ego personnel à l'éducation de ses enfants à l'heure actuelle, qu'en fait, tout ce qu'elle n'a pas réussi, beaucoup de mères, tout ce qu'elles n'ont pas réussi petite, elles vont le projeter sur l'enfant. Et si l'enfant, par malheur, a un truc, alors ça, tu vois, moi, je trouve plus compliqué ma fille qui est épileptique, ah oui, clairement. Que mon enfant qui a un TDAH. Donc, bien sûr. Ça, c'est réglé, c'est un truc qui va être... Un peu au-delà de ça, je pense que la meilleure façon de guider un enfant, c'est juste de l'observer et puis déjà d'essayer de comprendre qui il est et où tu vas l'orienter en fonction de qui il est et pas selon tes propres blessures. Mais surtout, discuter, pas de le faire... je crois que... Non, en fait, non. Tu vas, tu fais ton truc. Tu discutes beaucoup avec les enfants ? Si je discute, alors ils te diront que non, que je gueule beaucoup, oui, perso. Eux te diront, maman, tu gueules. Oui, je gueule beaucoup. Non, je discute beaucoup. Ça veut dire que maintenant, par exemple, Gaspard, quand il fait ses bêtises, cet été, j'ai essayé de lui expliquer le processus de sa tête. J'ai essayé de lui expliquer. Alors après, il se moque de moi, il me dit, c'est mon shoot, gna gna. Bon, lui, après, il le tourne en dérision parce que c'est sa manière de faire. Mais et puis souvent, ils sont très, très drôles. Voilà, ils sont très, très drôles, donc voilà. Mais non, c'est-à-dire que Cara, qui est hypersensible, j'essaie de lui montrer comme quoi, dans sa vie de tous les jours, pourquoi ça peut être différent, pourquoi il y a des choses qu'elle n'est pas comme les autres, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle le perçoit, les autres filles, c'est très, tu vois, tu perçois ces choses. Et tu perçois, avec les jumelles moins, parce qu'elles sont plus jeunes, je pense. César, lui, il est très récalcitrant, il vient de trucs, donc lui, plus problématique. Et Gaspard, Gaspard, parce que lui, c'est celui qui me ressemble le plus. Oui. Enfin, de tous mes enfants, c'est ça. Du coup, tu as aussi un lien qui est plus facilité avec lui. Avec lui, oui, beaucoup plus. Mais ils me disent tous, t'as jamais fait diagnostiquer. Et là-dessus, un jour, Dr Landry avait dit, non, mais votre mère, de toute façon, elle est triple H. Donc, pas besoin d'un diagnostic quelconque. Voilà. Okay. Mais je pense, sincèrement, c'est la manière dont tu diagnostiques va faire évoluer toute la perception de ton enfant. Et il y a deux choses. C'est vrai, un enfant qui est diagnostiqué petit, c'est toi qui prends la charge avec le pédiatre. Mais de nouveau... Oui, parce que l'enfant de lui-même ne va pas forcément comprendre de quoi on 6-7 ans, il comprend rien du tout. Il reste très, très loin du truc et il prend ses cachetons ou pas, ou il fait son traitement, il ne sait même pas pourquoi il le fait. Et voilà. Mais je pense qu'il y a ces deux choses. Et je pense sincèrement que le passage avec le pédiatre et un centre qui est fait pour ça est essentiel là-dedans, parce qu'autrement, ça part dans tous les sens. Tu as raison. Voilà. Ariane, pour conclure ce podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de dire avec ton cœur et en toute ouverture aux parents qui ont des enfants qui ont un TDAH? Détendez-vous, ça va bien se passer. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Il faut se détendre. Et puis, je sais qu'il existe des associations de parents TDAH, mais allez-y, apprenez plein de trucs. Mais n'écoutez pas parce que ça va vous déprimer. Et que franchement, j'ai eu des mamans au téléphone pleurantes. Et je leur ai dit, mais détendez-vous, c'est pas qu'ils sont, ils sont pas une maladie, ils vont pas mourir. On peut se faire facilement du souci pour l'avenir de notre enfant, en fait. On a l'impression que ça va tout conditionner. Alors, mais ça conditionne rien du tout. Un élément parmi non, mais Elon Musk est TDAH et autiste et Asperger, ok? Mais tellement. Elon Musk, enfin tous, ils sont tous. Des personnes qui ont un potentiel incroyable sont TDAH et sont 10, en fait. Et d'ailleurs, je me pose vraiment une question, tu vois, c'est une question que je soulève souvent. Je me dis, tu vois, on est quand même dans un monde où finalement, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui est ultra brillante pour remplacer les normaux pensants. Et est-ce qu'on n'a pas finalement beaucoup de chance, nous, en tant que neuroatypiques, d'être dans ce monde-là? Parce que finalement... Mais moi, je me considère même pas comme un neurotypique, je te jure. Tu penses à côté de la norme, quoi. Ouais, mais moi, c'est ça, Délo, moi, je me vois pas comme une neuroatypique. Je me vois pas comme à côté de la norme. Je me vois comme quelqu'un qui réfléchit bien. Et vite. Voilà. Okay. Et donc, du coup, ceux qui sont... C'est vrai que je suis très facilement... On me dit que je juge très facilement sur l'intelligence, mais en fait, c'est pas l'intelligence. Je juge sur la rapidité d'action. Et il y a des gens, c'est beaucoup trop lent. Oui, et puis je pense que... Mais ça, je le vois pas comme une neurotypicité. Non, mais il faut être bien accroché pour parler avec toi. Oui, alors après, ça peut pas... Ou TDAH. Ou TDAH, oui, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je le vois pas, je te jure. Et il y a tous les parents qui écoutent, mais prenez pas... C'est pas un... Alors, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont pas TDAH. Il y a des parents qui ne le sont pas. Et c'est probablement plus difficile. Et c'est probablement plus difficile parce que ça leur tombe dessus d'une autre génération, d'un truc... Bon, il y a plein de raisons et je l'entends. Oui. Mais sincèrement, détendez-vous, ça va bien se passer. Il y a plein de traitements. C'est vraiment un truc qui est pris en charge, mais vachement bien. Hein. Oui, mais dans tous les sens. Restez relax. Trouvez des solutions dans vos valeurs. Mais c'est ça. Et surtout, arrêtez d'écouter tout le temps. Moi, j'ai écouté personne. J'ai toujours fait... Il y a une chose qu'on oublie. Oui, il y a une chose qu'on oublie parce qu'on n'est plus dans le monde des mammifères. Et qu'on est le monde de la vie réelle,
c'est qu'on a un instinct animal qui existe. Et en tant que mère, on a un instinct qui est dans nos tripes et on sait ce qui est bon pour notre enfant, fondamentalement, ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas. Et ça, je pense que c'est ce qui doit guider l'éducation, la vie de nos enfants, c'est notre instinct de mère et il ne faut pas l'oublier sous la tonne d'informations qu'on nous donne parce que ça, c'est primordial. C'est clair. Voilà, l'instinct de mère, je pense que ça, c'est un truc qu'on oublie beaucoup trop. Mais merci beaucoup, Ariane. Merci parce que tu nous as parlé de plein de sujets hyper intéressants. Je pense que tu as aussi rassuré des parents par rapport à la médication. Tu as eu aussi beaucoup de clarté par rapport au sujet. Tu nous as bien fait rire. On a parlé même un peu de sexualité dans ce podcast. Donc, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et pour tout ce que tu as apporté aux parents qui vont regarder ce podcast. Détendez-vous, je vous jure. Détendez-vous. Détendez-vous. Il faut se détendre. Un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Pense à liker, abonne-toi à cette chaîne et partage à toutes les personnes que ça pourrait aider. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur le compte Instagram NutriGenius. On continue la discussion là-bas. À très vite pour révéler le potentiel de nos petits génies TDAH.